passeur, le facilitateur, casque bleu, à 16h, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, est au cœur d'une gauche qui cherche à se rassembler. La preuve, les voix les plus dissonantes du Parti socialiste, Martine Aubry et Manuel Valls, sont finies par se retrouver pour éviter les psychodrames au prochain congrès du Parti socialiste. Alors au moment où l'UMP prépare une nouvelle vitrine, où le FN se déchire, le PS cherche, lui, à parachever sa mue. Drôle de spectacle au regard des enjeux de sécurité, des attentes des Français sur l'emploi ou encore des défis posés à la République. Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, a une solution pour la gauche en 2017. Alain Juppé. Vos questions, vos commentaires par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique, c'est parti. Vous pouvez constater que l'on a la garde à cheval aujourd'hui, le grand tapis rouge. Donc ce sont vraiment les honneurs liés à une visite d'État. Il faut que j'y aille. Ici, je vois d'abord ce que représente la République française aux yeux d'un certain nombre de visiteurs, pays riches comme pays pauvres, le modèle français, le modèle laïque français. Et je vois ce qu'ils attendent de nous pour les aider comme ils nous aident. Claude Barthelone, né en Tunisie, fier de transmettre le soutien du peuple français à cette toute jeune démocratie. Je rentre à Tunis conforté que ici en France, la Tunisie n'a que des amis. Mais ce jour-là, à l'hôtel de la Sey, après l'éclairon de la visite d'État, un autre rendez-vous, nettement plus confidentiel. On vient nous gêner dans notre intimité là. Claude Barthelone les a baptisés les déjeuners infusion. Le principe, tous les mercredis, une vingtaine de jeunes députés PS, tout courant confondus, réunis à l'abri des caméras pour parler en toute liberté, avec une règle d'or. Rien ne doit filtrer. Vous avez vu, tout est préparé, même les dossiers sont de la couleur du dessert. Non, mais la maison est bien tenue. Hein. Dans ces déjeuners, vous êtes quoi? Le pacificateur, le conciliateur, le... Un petit peu tout en même temps. Non, déjà, il faut qu'ils interviennent tous. S'ils devaient venir pour écouter un topo, ça ne servira à rien. J'essaye d'être, oui, l'animateur. Je le dis souvent, je crois à ce mélange des générations nouvelles avec des générations qui ont plus d'expérience. Mais si à un moment donné, cette expérience, je ne devais l'accumuler que pour moi, je passerai à côté du travail de passeur que je souhaite aussi accomplir. C'est houleux parfois? Houleux, non, c'est justement très respectueux parce que justement la règle commune elle est simple, c'est qu'on sait que rien ne sortira dans la presse, qu'on peut justement tout se dire en toute camaraderie, parce qu'il y a aussi la question des liens humains et ce déjeuner, la personnalité sans doute de Claude Barthelone aussi permet ça. Bonjour à tous. Transmettre aux plus jeunes et même aux beaucoup plus jeunes, comme ses élèves venus de Seine-Saint-Denis. Alors qu'est-ce que ça vous dit l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'on y fait? Voter les lois. On vote les lois. Qu'est-ce que c'est une loi? Qu'est-ce que c'est une loi? C'est une règle qu'on doit appliquer. Très bien. Qu'est-ce que vous faites comme jeu en équipe? Football, basket. Basket? Football. Pour jouer en équipe, il faut une règle du jeu. Parce que si on ne sait pas comment on doit jouer ensemble et comment on joue avec l'adversaire, on ne peut pas jouer. Eh bien, la loi, c'est la règle du jeu de la République. Qui d'autre? Mais ce jour-là, la question piège viendra des enfants. Au hasard, alors. Que ferez-vous quand vous ne serez plus président? Eh bien, j'irai à la pêche. C'est plus facile à gérer que l'hémicycle? Ah oui, beaucoup plus facile. Eux, ils sont concentrés. Vous allez descendre jusqu'à la première marche. J'essaye de leur donner 2-3 pistes, vous voyez. En exemple du foot ou du basket et de la règle du jeu, ça éveille généralement quelque chose chez eux. Et puis après, on verra bien ce qu'ils nous en font. On retourne à l'intérieur. Fin de la journée. Direction, le dîner hebdomadaire à l'Élysée. Claude Barthelone à l'oreille du président, avec de nouveaux messages à faire passer. Est-ce qu'il y aura un relais, par exemple, de ce qui s'est passé lors du déjeuner? Je sais très bien qu'ils se disent, si on lui dit ça à lui, comme il a l'occasion de voir ou le Premier ministre ou le Président de la République, ça va remonter, comme ils disent. Et c'est vrai que... Ça va remonter? Bien entendu. Bien entendu.
Bonsoir Claude Barthelone. Bonsoir. Nous reviendrons sur certains aspects de ce portrait signé Stéphanie Gillon et Arnaud Fora, notamment votre rôle de facilitateur, on va dire, au sein de la majorité et au sein de la gauche. Mais d'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur ce spectacle auquel assistent les Français depuis quelques jours. Un drôle de divorce, on va dire, entre le père et la fille au sein de la famille Le Pen. Est-ce que ça change le visage du Front National? Cinéma familial, pour le reste. Est-ce qu'à un moment donné, la fille, au cours de toute sa carrière, a dénoncé la moindre dérive du père? Cinéma électoral. Aujourd'hui, elle se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'elle n'a jamais dénoncées. Vous l'avez entendu, elle, à un moment donné, dénoncer le détail de l'histoire lorsqu'il parlait de moments horribles. Elle avait pris des distances avec ses déclarations. Elle avait pris des distances, mais moi, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il y a eu, au moment des dernières élections départementales, un certain nombre de candidats qui ont tenu des propos terribles. Il n'y en a aucun qui a été exclu. Moi, je vois dans mon département, il y a un candidat Front National à Épinay qui a osé dire sur son compte Facebook « Honneur au GIGN » parce qu'il a réussi là où aucun enseignant de la République a réussi son métier, faire rentrer du plomb dans la tête d'un arabe. Vous l'avez entendu dire quelque chose? Vous l'avez entendu condamner? Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Claude Barthelone, c'est que le Front National assure que tous les débordements, les dérapages, même si le mot n'est pas forcément approprié dans ce cas précis, sont sanctionnés. C'est faux. Vous dites c'est faux. Ils ont obtenu qu'il retire les propos de son compte Facebook. Mais à partir du moment où il y a eu décrit ce genre de choses, ils auraient dû le virer. Moi, je vous le dis, elle essaye de changer l'enseigne lumineuse du fonds de commerce Front National. Mais sur les rayons de cette entreprise, c'est toujours le père qui fournit les produits toxiques. Est-ce qu'il doit être exclu si on suit la règle que vous venez d'édicter? Mais bien entendu, si elle veut montrer qu'il y a une différence entre elle et le père, qu'elle vire tous ceux qui ont appartenu... Y compris le fondateur. Bien entendu. Il faut savoir une chose. Enfin, quand on a un président d'honneur qui tient les propos qu'il tient sur la Shoah, sur le Premier ministre, sur moi, j'ai eu l'occasion de voir ce qu'était réellement, moi, Monsieur Le Pen. Au moment où je me suis opposé que le jour de l'anniversaire des camps de concentration, on remette un prix à un maire Front National, qu'a trouvé d'intelligent le père à dire, c'est « Mais Barthelone, il est né en Tunisie. Est-ce qu'il est vraiment français ?» Vous imaginez? Alors, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, ça ne vous touche pas. Mais j'ai été meurtri pour tous nos enfants de France, dont un des parents a pu naître à l'étranger, qui a pu naître à l'étranger, qui est aujourd'hui un serviteur de la République. J'étais meurtri de savoir qu'on pouvait prononcer ce genre de phrase. J'entends que vous êtes meurtri, j'entends votre colère sur ce sujet-là. Une fois qu'il sera parti, Jean-Marie Le Pen, le Front National va devenir un parti républicain? Je n'y crois pas un seul instant, parce que le jour où elle réussit cette mue en condamnant le détail de l'histoire, en condamnant la différence qui existe entre les Français de papier et les Français de souche, eh bien, d'une certaine manière, il n'y aura plus d'existence du Front National. Parce que là, on pourra la juger sur les propositions économiques qu'il ferait, sur les propositions sociales. Et regardez, ne serait-ce que cela, je demande vraiment aux téléspectateurs d'imaginer ce que pourrait représenter aujourd'hui la sortie de l'euro. D'un seul coup, notre épargne diminuée de 30%. D'un seul coup, la France mise au banc de l'Europe. Donc, si jamais elle perd ses racines d'extrême droite, si elle perd les gènes du père, économiquement, elle serait jugée... Mais ça veut dire que vous n'y croyez pas à cette histoire? Vous pensez que c'est une mise en scène? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de sincère dans cette, au fond, dans deux... Allez, on va dire c'est des fauves politiques, l'un et l'autre, quand même. Je crois qu'il y a aujourd'hui un intérêt de la part de la fille qui s'est rendu compte au moment des élections départementales qu'elle ne pouvait pas aller plus loin que le score qu'elle a obtenu au moment de l'élection présidentielle. Et elle essaye de trouver la faille dans le bloc républicain, dans l'intelligence collective des Français, pour dire comment je peux m'insinuer dans la démocratie française en ne reniant rien, mais en essayant d'aller plus loin. Est-ce que ça va changer la façon dont il va falloir parler du Front National? Si effectivement il y a une rupture entre le père et la fille et sur cette ligne dure incarnée par Jean-Marie Le Pen? Mais je vous le dis, tant qu'il n'y aura pas une dénonciation de toutes les dérives du père, tant qu'ils ne reviendront pas sur ce qui a été à l'origine
finalement le Front National sur cette différence entre les Français de souche et les Français de papier, tant qu'elle ne reviendra pas sur tout ce qui a été finalement le sens même, l'origine même d'extrême droite du Front National. Mais est-ce qu'elle n'est pas plus dangereuse sans son père? Mais je ne le crois pas. Parce que le jour où elle n'a plus le père, elle sera jugée comme toutes les organisations politiques sur les propositions économiques, sociales qu'elle fait. Et je viens de vous dire ce que je pensais, ne serait-ce que de cette mesure incroyable de la sortie de l'euro, ce que cela représenterait comme appauvrissement collectif. On peut terminer la saga familiale avec cette déclaration faite par Jean-Marie Le Pen qui dit qu'il est prêt finalement peut-être à laisser sa place en région PACA à la nièce, à Marion Maréchal Le Pen. Comment est-ce que vous percevez tout ça? Écoutez, moi je les mets tous dans le même sac. Bon, hein. Il n'y a pas de hiérarchie dans un parti d'extrême droite. Il n'y a pas de hiérarchie. Où l'on est capable de dire voilà tout ce qui nous différencie et tout ce que nous dénonçons dans notre passé, ou c'est du camouflage électoral. Bon, alors la classe politique doit apporter des réponses à l'après 11 janvier. Ah, aussi ce qui se passe avec l'électorat du Front National qui est séduit par ce discours de rejet, de colère. Vous allez apporter une réponse puisque vous avez établi un rapport à la demande du président de la République pour renforcer le sentiment d'appartenance à la République, hein, se sentir utile pour son pays, etc. Et j'ai lu dans le JDD aujourd'hui que l'une des propositions, c'était d'envoyer les énarques en banlieue. Ça va changer quelque chose, vraiment? C'est une des propositions. Mais oui, pourquoi? Parce que, vous savez, si on ne change pas nos élites, ils reproduiront la même politique. Si l'on n'habitue pas nos élites à connaître la vraie vie des vrais gens, y compris dans les zones rurales en difficulté, y compris dans les quartiers de la politique de la ville, ils produiront la même politique. Vos élites, là, ceux qui sont en responsabilité en ce moment, y compris peut-être même dans votre entourage, ils ne connaissent pas la vraie vie? Mais je le dis, il faut le renforcer. Il faut le renforcer. Mais c'est même dans votre entourage familial et politique. Moi, je me souviens, lorsque j'étais ministre de la Ville, d'élus qui me disaient « c'est parce que tu m'as invité dans le cadre de ton déplacement que j'ai découvert ce que pouvait représenter la vie dans ces quartiers ». Et voyez, que ce soit sur la fracture territoriale, que ce soit sur la fracture sociale, que ce soit sur l'ambition écologique, si on ne change pas la formation de nos élites, ils reproduiront la même politique. D'autres propositions qu'il y a dans ce rapport, est-ce que ça va être un rapport de plus, même s'il est signé Claude Barthelone? Parce qu'il y a deux rapports. Il y en a aussi un qui est signé Gérard Larcher. Hein. Oui. Vous avez fait chacun le vôtre, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. Bon, c'est un peu dommage. Alors, c'est dommage. Vous savez, avec Gérard Larcher, que les choses soient claires. Président du Sénat. Le président du Sénat. De droite. Personnellement, j'ai de bonnes relations avec lui et je l'apprécie plutôt. Mais nous avons une différence sur l'organisation institutionnelle du pays. Donc, au nom de cette différenciation qui me voit dire qu'il faudra dans les années qui viennent avoir moins de députés, il faudra en finir avec le Sénat tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le rapprocher du Conseil économique et social, au nom de cette différence que j'assume, malgré les relations amicales que l'on peut avoir, eh bien, il a préféré chacun de son côté. Une autre proposition qui peut permettre de renforcer ce sentiment d'appartenance à la République, qui ne serait pas un gadget. Il y aura plusieurs propositions. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est ce que j'ai dit au cours de cette commission. Nous avons été dans des lieux, dans notre belle France, nous avons été dans les Pyrénées-Atlantiques pour rencontrer la population et les associations, dans un département plutôt rural. J'ai été dans la banlieue de Lyon parce que dans le secteur de la Duchère en particulier, ils ont cette tradition d'être attentifs à ce lien républicain. À Paris, dans le 19e, on a eu énormément d'auditions. Alors, vous avez fait des déplacements. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je ne voudrais pas que les téléspectateurs puissent dire d'un seul coup, il a découvert la pierre philosophale. S'il y avait une mesure, et que depuis 30 ans de crise, on ne l'aurait pas appliquée, nous serions tous coupables de ne pas avoir été assez intelligents pour la mettre en valeur. Mais du coup, j'ai essayé de voir tout ce qui peut améliorer la vraie vie des vrais gens. Bien entendu qu'il y a des politiques qui relèvent des politiques transversales et nationales. C'est évident que... Mais qu'est-ce que vous voulez changer, Claude Barthelone, avec ce rapport? Est-ce qu'il y a une mesure, justement, sur laquelle vous tenez absolument et vous dites ça peut renforcer le sentiment d'appartenance à un collectif? J'ai du respect pour le président de la République. Je lui remets mes conclusions mercredi à 8h du matin. Bon. Donc je ne vais pas dire, voilà, monsieur le président, vous regardez à la télévision, donc voilà mon rapport. Mais je vais essayer... Moi, j'en ai quelques-unes. Est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'il y a la possibilité de comptabiliser dans ces points retraite le fait de participer à une association, de s'engager? Oui.
Ben voilà. Ça sera une piste. Ce sera une tête de chapitre, mais ce que je veux proposer au président de la République, c'est qu'après avoir mis sur la table toutes ces mesures, l'Assemblée nationale puisse continuer ce travail. Je ne veux pas simplement dire voilà ce qu'il faudrait faire. Il n'y a qu'à Faucon, comme on dit, et puis s'arrêter là. Je veux que sur chacune des mesures, on puisse voir avec l'ensemble des parlementaires. Et je vais vous dire une chose. Je salue les députés de la majorité comme de l'opposition qui ont participé à ce travail. Parce que même si à la fin, j'ai bien senti que chacun avait tendance à se retrouver sur ses bases électorales, il y a eu un vrai travail dans une très bonne ambiance républicaine. Et ce serait une réponse à la montée du Front National? Ça en fait partie? Mais bien entendu, cette appartenance républicaine, cette capacité de donner aux autres quand on a un minimum de choses à donner. Mais bien entendu, la République, elle ne se célèbre pas simplement. Elle s'entretient. Elle s'entretient. Et par le vote, comme par cette capacité, dès que l'on est jeune, de dire qu'est-ce que je peux donner aux autres. Vous voyez, j'ai rencontré des lycéens magnifiques qui, dès ce niveau scolaire, m'ont dit, voilà, nous avons découvert, et même dans notre élite, dans la production de nos élites, à Polytechnique aujourd'hui, eh bien, ils incitent fortement les polytechniciens à connaître là aussi l'existence de ces associations de ce monde. Si c'est possible pour Polytechnique, ça doit être possible pour beaucoup d'autres mondes. Allez, on en vient au congrès du Parti socialiste, puisque c'est le top départ. Après avoir enchaîné les défaites, les socialistes tentent de se mettre en ordre de bataille pour les régionales et la présidentielle. Il y aura donc 4 motions différentes en juin prochain, mais le premier secrétaire a réussi à faire signer en bas de la page Aubry et Valls sur le même texte, une première victoire. On écoute quelques extraits de la conférence de Jean-Christophe Cambadélis. Martine Aubry a été la première secrétaire du Parti socialiste qui l'a conduit à la victoire aux élections présidentielles et législatives. Et Martine Aubry a, comme nous tous, des qualités et des défauts. Mais elle a une immense qualité dont tout le monde devrait s'inspirer au Parti socialiste. C'est qu'elle a le sens de l'intérêt général. Cette motion veut reconstruire le chemin de l'espoir. Ce chemin de l'espoir qui doit permettre au pays de se redresser, aux Français de voir le sens de la gauche et à l'ensemble de nos citoyens de toucher les dividendes des efforts qu'ils ont accomplis. Il ne s'agit pas d'une synthèse de plusieurs contributions, mais d'une thèse qui est celle de la nécessité du renouveau socialiste. La situation économique de la France, à laquelle nous avons été confrontés et à laquelle il a fallu répondre, a soulevé des questions légitimes. Pour la première fois, le Parti socialiste était non pas confronté à une question de redistribution, mais une question de production. Et dans l'histoire du Parti socialiste, l'habitude était constamment de redistribuer et non pas de s'occuper de la production. Ce qui a jeté le trouble chez les socialistes parce qu'il a fallu redresser le pays, bien sûr en assainissant les finances, mais redresser le pays aussi en s'occupant de la compétitivité. Nous voulons nous renouveler. Nous voulons le renouveau dans les têtes et des têtes. Nous voulons à la fois revisiter nos idées et faire émerger une nouvelle génération. Le renouveau du Parti socialiste, ce sera Jean-Christophe Cambadélis, parce que c'est lui le prochain premier secrétaire du PS. Il a gagné. J'espère bien. Parce que vous voyez, il n'y a jamais une idée qui traverse une pièce sans qu'elle soit portée par une femme et un homme. Et du coup, avec la règle qui est celle du Parti socialiste aujourd'hui, on connaît déjà les candidats au poste de premier secrétaire. Donc Jean-Christophe, et puis ceux qui sont les premiers signataires des autres textes. Christian Paul, voilà. Notamment, eh bien, Karine Berger. Sans vouloir être désagréable avec les autres signataires, moi, je lui fais confiance, parce qu'on voit le chemin qui a été le sien. Et le prochain premier secrétaire devra tout faire pour rassembler les socialistes, il est à la tâche, rassembler les écologistes et la gauche, et il sait faire, il a déjà donné dans ce genre d'exercice, et être le premier secrétaire capable d'affronter une élection présidentielle et une élection législative. Et non seulement, moi, je soutiens le texte et l'accord qui a été présenté dans le cadre de la motion dont il est le premier signataire, mais
ce sera une chance pour le Parti socialiste de l'avoir comme Premier secrétaire. Bon, c'est plié. C'est plié, ce congrès. Non, c'est jamais plié. Pourquoi? Ah bon? Parce que je connais les militants. Vous savez, non seulement je les connais, mais je les aime bien. Et je sais pour un certain nombre d'entre eux ce qu'a pu représenter le traumatisme de la défaite des élections municipales, de la défaite des élections départementales. Et donc là, il faut profiter du moment où nous sommes pour leur dire, bien entendu, que nous avons demandé des efforts, des sacrifices même aux Français pour que nous n'ayons pas à subir des taux d'intérêt épouvantables. Mais je préfère dire aux Français, comme aux militants, il valait mieux leur demander un effort pour créer 60 000 postes pour l'éducation nationale plutôt que payer des taux d'intérêt supplémentaires. Et maintenant, il faut leur dire, là, on voit bien qu'avec les mesures que nous avons prises, et les mesures exogènes, hein, le prix de l'énergie, le taux de l'euro, les taux d'intérêt, on peut avoir une possibilité de reconnaître la croissance et il faut qu'on accélère en termes d'emploi et d'investissement. On va revenir très vite sur l'économie, mais quand même un mot prononcé par Jean-Christophe Cambadélis, renouveau. Renouveau du Parti socialiste. Il dit en gros, la redistribution c'était bien, mais maintenant il faut passer à la production. Qu'est-ce que vous allez dire dans cette campagne aux déçus, au fond, aux socialistes peut-être d'avant, ceux à qui vous avez dit retraite à 60 ans, ceux à qui vous avez dit augmentation du pouvoir d'achat, ceux à qui vous avez dit il n'y a pas de problème de coût du travail. Comment vous faites là? Eh bien, il faut leur dire que non seulement on a renouvelé notre logiciel, mais maintenant, grâce notamment aux efforts qui ont été ceux qui ont été demandés aux Français, grâce y compris au changement de cap qu'a annoncé le président de la République François Hollande et qu'a mis en œuvre les deux premiers ministres, que ce soit Jean-Marc Ayrault ou que ce soit Manuel Valls, là, nous sommes mieux armés pour rentrer dans ce nouveau monde. Mais la mue auquel on a assisté, l'air de rien, du logiciel, expliquez-nous, c'était quoi le socialisme d'avant et dans quel socialisme on est aujourd'hui? C'est pas une mue sur nos gènes. Regardez quand je vois les discours de Jaurès, quand je vois l'action qui était celle de Léon Blum, c'était de dire on s'inscrit dans notre époque pour combattre les inégalités et pour préparer l'avenir. Eh bien, le texte, c'est ça qu'il dit. À la fois en mettant la priorité sur l'éducation nationale, qu'il va falloir continuer à réformer, en mettant la priorité sur les investissements publics comme privés et en mettant la priorité sur la transition énergétique, parce que nous devons dire à nos compatriotes que oui, nous sommes en train de changer le monde et qu'il y a beaucoup de décisions dans nos manières de vivre, regardez les pics de pollution, comme dans l'investissement que nous devons... Ça, c'est le petit message aux écolos, hein, pour rassembler toute la gauche. Mais c'est un message pour les écolos. Mais là aussi, c'est une révolution. Quand on parle de social-écologie dans notre texte, c'est que l'on voit bien que le socialisme de production et de redistribution, sans penser à ce que doit être notre préoccupation de la planète, ça ne peut plus fonctionner. Et c'est cela... Le cœur du changement du logiciel, il est là. Mais on a l'impression qu'il y a un petit tour de passe-passe quand même. On a un président de la République, un Premier ministre, vous-même. Il n'y a pas de changement de cap, on continue. Et puis, on voit ici ou là, notamment dans cette motion, une petite phrase sur les 15 milliards du CICE qu'il faudrait mettre, peut-être pas sous condition, mais en tout cas encourager pour que les entreprises investissent. On sait que c'est une demande très forte des frondeurs. On a l'impression qu'on est en train un petit peu d'embrouiller, un peu à la Hollande. Hein. Il sait très bien faire ça, un coup à droite, un coup à gauche. Là, c'est aussi un changement du logiciel législatif. C'est qu'il faut de plus en plus qu'on prenne l'habitude, lorsque l'on vote une loi, de voir les résultats que ça produit. Et il fallait voter le CICE et le pacte de responsabilité, parce que, je le dis, l'entreprise, c'est un bien commun. L'entreprise, elle n'appartient pas au patron. C'est l'affaire des cadres, des ouvriers, c'est l'affaire de ceux qui espèrent un emploi. Et donc, il fallait absolument que l'on permette à nos entreprises de retrouver des moyens financiers. Mais après, toute la question qui justifie même l'engagement politique, c'est de savoir ce que l'on fait de ces gains de productivité. C'est savoir ce que l'on fait de la croissance. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hier, au cours de la réunion, j'aurais dit, pour ceux qui doutaient qu'il fallait faire de la politique et s'engager à gauche, et notamment chez les socialistes, j'ai retrouvé cette preuve, cet engagement, ce renforcement de mes convictions à Davos. À Davos, fin janvier 2015. Ils ont eu un rapport qui disait, voilà, dans les années qui viennent, 1% de la population va être à la tête de 50% des richesses mondiales. Les 80
les 80 personnes les plus riches vont avoir autant que les 3,5 milliards d'habitants les plus pauvres de cette planète. Eh bien, d'une certaine manière, là, vous avez la boussole. Vous avez la boussole. C'est de dire, on a cru à un moment donné que le marché pouvait tout réguler. Non, le marché, aujourd'hui, dans le cadre de ce stade de capitalisme financier, il concentre la richesse et il ne permet pas de... Alors, là, on va juste revenir en France. Si on applique c'est la même chose. Si on applique ce logiciel revu, vous dites que ce n'est pas une refondation, ce n'est pas une mue, mais en tout cas, il y a quand même des choses un petit peu singulières qu'on voit arriver dans cette motion, notamment cette histoire de production, socialisme de production. Imaginons, on se projette dans la prochaine campagne. On a vu là, on se souvient de la campagne. Les Français qui vous regardent, ils se souviennent du discours de François Hollande. Et ils se souviennent aussi qu'il y a eu quand même des différences entre ce qui a été appliqué et ce qui avait été promis. La prochaine campagne, qu'est-ce qu'il faudra dire aux Français ? Eh bien, la prochaine campagne, j'espère bien qu'il y aura la possibilité de dire aux Français, voilà, les efforts que vous avez acceptés, aujourd'hui, voilà le monde que cela va permettre de construire. Il va falloir dire, voilà, parce qu'aujourd'hui, de nouveau, notamment dans le cadre de ces investissements dans des entreprises, notamment dans les découvertes de ce que doit représenter l'investissement dans le cadre de la transition énergétique, voilà le monde. Vous savez, je crois que vous l'avoir déjà dit. Moi, je pense que le facteur de blocage important qui existe dans la société française aujourd'hui, c'est que nos compatriotes ont compris que nous sommes en train de changer de monde. Au niveau international, au niveau européen, au niveau français. Mais pour bon nombre d'entre eux, ils se disent on s'en moque parce que nous n'aurons jamais notre place dans ce monde. Regardez, on évoquait le vote Front National tout à l'heure. Regardez comment il a été prégnant dans des zones rurales, y compris dans des terres anciennement catholiques. Parce que pour bon nombre de gens qui vivent dans les territoires ruraux aujourd'hui, ils se disent on n'a plus d'avenir. Eh bien, s'il doit y avoir, comme je le souhaite, la prochaine campagne de François Hollande, ça doit être de dire voilà pourquoi chacun peut avoir un avenir. Chacun peut avoir individuellement ses talents reconnus et chacun, grâce à ses talents individuellement reconnus, peut donner de la force à la République. Ça va être quoi je reprends cette expression de tour de passe-passe pour faire revenir toute la gauche. Parce qu'on a de la mémoire. Les gens qui vous regardent ont de la mémoire. On a entendu Martine Aubry dire les départementales, au fond, c'est parce que c'était un vote de protestation par rapport à la politique nationale. On a entendu les critiques formulées par Cécile Duflot, par certains membres de cette majorité. Comment, tout d'un coup, tout ce petit monde va se retrouver le petit doigt sur la couture du pantalon? Qu'est-ce qu'il va falloir céder sur la ligne? Eh bien, rien céder sur la ligne. Rien céder sur la ligne. Je vais accepter une critique que vous avez formulée. Moi, je le dis, nous avons certainement loupé l'étape du rapport Migaud. Lorsque le président de la République a été élu, franchement, on a découvert, pour un certain nombre d'entre nous, la situation dans laquelle nous étions. Bah, c'est grave. Non. Parce que, non, pourquoi? Regardez, y compris ce que vous écriviez, vos journalistes, au moment de la dernière campagne, tout le monde annonçait le retour de la croissance. C'était en gros la nouvelle fin du tunnel. Et on n'a pas pris assez en compte les 900 milliards d'endettement laissés par M. Sarkozy, la situation et les marges de nos entreprises. Et finalement, le vrai tournant, oui, bien sûr qu'il y en a eu un tournant. C'est le pacte de responsabilité présenté par le... Et ça a été un problème pour la gauche. Et ça a été un problème. Et ça l'est encore pour les partenaires de la gauche. Je ne crois pas que ce soit un problème pour la gauche aujourd'hui. Parce que je le dis souvent à mes amis socialistes. Et vous savez pourquoi c'est aussi facile de discuter avec des jeunes députés en particulier de toutes les sensibilités. C'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de différences chez les socialistes. Alors ce sont que des postures? Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu aussi peu de différences idéologiques. Après, moi, je fais le compte. Entre les uns et les autres, il y a une différence de 5 milliards. 5 milliards, c'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester simplement à dire, voilà, on met 40 milliards dans le cadre du CICE et du pacte de responsabilité à la disposition des entreprises et donc de la collectivité nationale. Mais il n'est pas question de mettre 40 milliards sans voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, on le voit bien. Donc vous êtes d'accord avec ça? Il va falloir maintenant demander un petit peu de contrepartie ou demander des comptes... Mais moi, je ne fais... C'est même pas des contreparties. Je veux que l'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, sur ces 40 milliards aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème, celui du pouvoir d'achat, et que pour un certain nombre d'entreprises, elles ne vont pas investir si elles n'ont pas de clients. Et donc, il faut ramener des gens à l'emploi parce qu'on ne peut pas avoir de la croissance sans que le chômage ne décroisse.
Et l'on ne peut pas avoir une croissance qui ne s'intéresse pas, sans qu'on ne s'intéresse pas plus à l'investissement des entreprises. Donc il va falloir faire un petit peu de relance ou pas ? Mais il ne faut pas qu'il y ait de la relance. Il faut que l'on continue. Moi, vous savez, je le dis souvent. Alors, je ne vais pas vous donner la formule caricaturale que je... Allez, je vais vous la donner. Je leur dis, vous savez, chaque coup que je tombe malade en allant manger dans un restaurant, si je vois changement de propriétaire, j'y retourne pas pour autant. Donc, je ne veux pas qu'on dise aux Français, voilà, on n'a fait que des erreurs depuis le début de cette législature, mais vous en faites pas, on va tout recommencer à zéro. Non. Je veux que l'on donne de la cohérence à la politique qui a été menée depuis l'élection du président de la République, François Hollande. Le problème, c'est que les gens qui vous regardent, ils se disent « Oui, très bien, on ne change pas de cap, mais ça ne marche pas ». Ils ne les voient pas, les résultats. Attendez. Parce qu'on dit « Oui, ça va aller ». On a entendu Michel Sapin qui a dit « Le chômage va baisser peut-être en 2015 ou en 2016 ». Non, mais là j'ai un désaccord avec Michel Sapin. Parce que, vous voyez, quand il y a une inondation, et notamment celle du chômage, les politiques ne sont pas là pour annoncer la date de la décrue. S'il doit y avoir cette inondation, il faut savoir comment on fait pour pomper et faire baisser le niveau du chômage. Et c'est là aussi qu'il y a ce lien avec le texte qui a été présenté par Jean-Christophe Cambadélis. C'est que si nous sommes là avec une possibilité de relance de la croissance, qui est maintenant annoncée, y compris par les observateurs européens, eh bien, on ne peut pas simplement dire il y a un petit peu plus de croissance, il faut qu'on le mette sur l'emploi. Il faut qu'on soutienne l'emploi. Et si on doit enrichir cette croissance, qui pour une part, je le reconnais, est exogène, eh bien il faut que l'on renforce les moyens qui sont mis à la disposition des entreprises qui investissent, et notamment les collectivités locales, pour qu'il puisse y avoir de l'embauche dans ces secteurs qui sont indispensables pour faire baisser le niveau du chômage. Alors justement, on poursuit cette discussion avec ce reportage. C'est l'une des revendications, on l'a un peu dit, de l'aile gauche du Parti socialiste, me cibler le CICE, le crédit d'impôt compétitivité, qui doit servir aux entreprises pour embaucher davantage. Manuel Valls met la pression au patron, Pierre Gattaz réclame un peu de temps. Alors, comment ces marges données aux entreprises sont utilisées sur le terrain? Reportage dans 2 PME à Rouen avec Lise Barcellini et David Lemarchand. Christophe Laguerre, 26 salariés, PME spécialisée dans les produits chimiques, les peintures et les solvants. Alain Lecor, 30 salariés, secteur de la restauration, cafétéria et sandwicherie. 2 chefs d'entreprise qui bénéficient du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, mais l'un a embauché, l'autre pas. Car malgré les remontrances du Premier ministre, embaucher n'est pas obligatoire pour toucher le CICE. Cette aide est proportionnelle à la masse salariale et donc elle bénéficie plus aux grandes entreprises qu'aux petites. On retrouve le montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC, qui est de 456 475 € pour l'année écoulée. Et donc le montant du crédit d'impôt, qui est égal à 4% de ce montant-là, est à de 18 259 €. Donc les CICE que j'ai touchés pour le bilan de l'année passée. Pour Christophe Laguerre, un montant de CICE comparable. Vous avez donc 10 000 et 8 000 d'un côté, donc 18 000 € au total de crédit impôt compétitivité emploi. Sa PME va bien et en période de croissance, le CICE est un coup de pouce supplémentaire pour créer un emploi. L'année dernière, cette gestionnaire commerciale a été recrutée en CDI. En fait, vous avez un petit peu bénéficié du CICE. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Parce qu'à l'époque, la décision, ce que j'expliquais, de vous embaucher était liée notamment à cette incitation, à cette aide financière. Et de transformer en fait, ce contrat de CDD à CDI et à temps complet. De nos jours, c'est pas facile, donc je me dis que je suis arrivée en temps partiel à la base, notamment pour la comptabilité, et j'ai eu la chance en plus d'évoluer dans la société, donc oui, je suis bien contente. Le CICE n'est pas conditionné à la création d'emplois. Dans une PME, son montant ne couvre d'ailleurs pas les coûts d'une embauche. Ça a permis de conforter les décisions. C'est en ça que c'est important. L'économie, c'est des petites touches, c'est de la confiance. Et quand on parle, et un mot vraiment beaucoup cité, de confiance, ça a été une petite marque de confiance. Avec ses 18 000 € de CICE, Alain Lecor, lui, ne va pas embaucher. Il a d'autres projets. Donner un coup de neuf à sa cafétéria. L'idée était de faire tomber une partie du mur
pour pouvoir l'aérer et donc faire toute une partie vitrée, pour pouvoir voir les gens travailler et ensuite pouvoir mettre en avant les produits bruts comme la viande puisqu'on travaille avec un producteur local. Investir dans des travaux pour éviter la crise. Son chiffre d'affaires est en baisse depuis plusieurs années et le CICE est une bouée de sauvetage. Emmanuel Valls qui sermonne les patrons qui ne créent pas d'emplois. Voici son message. J'aurais pas eu le CICE, je commençais à rentrer en difficulté et j'aurais jamais eu ce levier qui me permettait de pouvoir relancer l'entreprise en refaisant de nouveaux travaux, donc c'est-à-dire des emprunts, relancer toute la dynamique de la machine. L'année dernière, l'État a distribué 10 milliards d'euros aux entreprises au titre du CICE. Selon l'INSEE, 2 tiers en ont profité pour embaucher ou investir. Les autres ont augmenté les salaires. Donc qu'est-ce qu'il faudrait changer par rapport à ce qu'on vient de voir? Non, c'est bien? Il faut réorienter sur une partie en direction... Vous savez, je le dis tout le temps, les entreprises, pourquoi elles investissent les entreprises? Pourquoi elles embauchent? Il faut qu'elles aient des clients ou à l'exportation ou dans l'Hexagone. À l'exportation, aujourd'hui, ça va aller mieux parce qu'on a une parité euro-dollar à 1,05, donc les exportations françaises vont s'améliorer. Et puis, il y a le marché intérieur. Ces dernières années, c'est la consommation des ménages, même si elle était à zéro, mais qui a réussi à permettre à nos entreprises de pouvoir se dire, voilà comment je me projette dans l'avenir. Donc, aujourd'hui, il faut accélérer cette idée en disant, on soutient l'emploi parce que ça redonne le moral et la confiance, et on soutient les entreprises qui investissent pour être capables de penser les objets qui pourront être vendus et préparer la transition énergétique. Claude Barthelone, on n'en parle plus des économies, tout ça, parce qu'il reste quand même 4 milliards qui nous sont demandés par Bruxelles. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, dans un entretien au JDD, rappelle qu'on ne sait toujours pas comment le gouvernement va les trouver, ces 4 milliards. Oui, mais là, regardez, même au niveau européen, vous savez, je n'ai pas été tendre ni avec Barroso, ni avec l'Europe. Mais les choses sont en train de bouger. Pourquoi vous croyez que Mario Draghi a décidé de mettre 1100 milliards sur la table sur 3 ans? C'est qu'ils se rendent bien compte que l'Europe de la punition, l'Europe de la règle, l'Europe de la sanction, c'est en train de bouger. Et même le nouveau patron, M. Juncker de la Commission européenne, par rapport à M. Barroso, il est en train de découvrir un discours sur les investissements, notamment sur la transition énergétique, parce qu'il se rend bien compte que c'est l'idée même de l'Europe qui est en train de se défaire. C'est François Hollande qui a converti tout le monde? En tous les cas, sa voix a compté. Bon. En tous les cas, sa voix a compté. Mais je dois vous dire que ça a été une bataille quand même. Mais aujourd'hui, même au cœur du FMI, ils se rendent compte que simplement la règle et la punition ne peuvent pas aider au redémarrage de la croissance. Et il y en a un, Claude Barthelone, qui ne croit pas du tout à la reprise et en l'embellit sur le front économique, c'est Nicolas Sarkozy. Il dit tout simplement « Je veux que la France tourne le dos à la médiocrité ». Alors, moi, vous savez, j'ai décidé d'une chose. Je parle toujours avec attention de l'opposition aujourd'hui et de M. Sarkozy. Parce que le comportement que nous avons eu peut-être par le passé, droite et gauche confondus, a participé à ce climat de tous les mêmes et d'affaiblissement de la République. Donc il y a une majorité, une opposition. On voit bien que le président Sarkozy essaye de revenir. Et donc, il est revenu, hein? On ne vous a pas prévenu? Oui, de revenir président de la République. Pardon. Et l'on voit bien, et ça, moi, je le critique sur ce point-là, à la fois, il a une vision économique qui me paraît dépassée, et l'on voit bien que sur un certain nombre de ses propositions, il essaye de récupérer un électorat de droite qui a filé au Front National. Mais là-dessus aussi, je dis aux Français, il faut que vous sachiez juger les responsables politiques, pas sur le ton qu'ils ont les uns sur les autres, mais sur les propositions qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, le logiciel de M. Sarkozy, c'est revenir à la France d'il y a 15 ans, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Est-ce que ce n'est pas votre meilleur atout pour réussir à rassembler l'ensemble de la gauche? J'entends souvent cette remarque, mais ça, c'est aussi réduire la politique française à un match de boxe. Moi, je prendrais le candidat de la droite ou la candidate de droite, quelle qu'elle soit, en essayant de voir ce qu'ils ont à proposer. Moi, vous voyez, je l'entends à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, ils sont dans une situation paradoxale, les amis de M. Sarkozy. À la fois, quand on fait 50 milliards d'économies, ils nous disent « Ah, vous n'avez pas le droit de réduire les crédits sur la défense. Ah, vous n'avez pas le droit de réduire les crédits pour les collectivités locales. » Et eux nous proposent 120 milliards d'économies. C'est-à-dire qu'en creux, qu'est-ce qui coûte cher dans la République, dans l'État, dans le fonctionnement de l'État? À partir du moment où vous ne touchez pas à la défense,
À partir du moment où vous dites qu'il faut plus de moyens pour la justice, à partir du moment, eh bien, ça veut dire que c'est l'éducation nationale et la protection sociale qui vont passer à la caisse si jamais on les laisse revenir. Alors, je vous laisse entre les mains de Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, qui vous a trouvé un candidat pour 2017. Bonjour Claude Barthelone. Bonjour. Oui, parce que là, vous venez de parler du candidat potentiel de la droite. Et intéressons-nous quand même à celui du Parti socialiste. Et finalement, quand on écoute les dirigeants socialistes, on a l'impression que François Hollande, c'est pas vraiment le meilleur candidat. C'est presque par défaut que vous le soutenez. Peut-être pas pour vous, mais bon, pour d'autres. Alors, du coup, j'ai regardé les sondages. Et en fait, en regardant les sondages, c'est assez éclairant. Le candidat idéal pour le Parti socialiste, finalement, c'est Alain Juppé. Regardez les tableaux. 52% des sympathisants de gauche ont une image positive de l'ancien Premier ministre. Quand on se souvient de 1995, on voit le chemin parcouru. Et regardez, alors 64% le trouvent compétent, 57% estiment qu'il a une vision pour la France, et 44% qu'il apporte de bonnes réponses aux problèmes des Français. C'est 42% qui pensent l'inverse. Et si on regarde maintenant ce que pense l'ensemble des Français, là, cette fois-ci de François Hollande, bon, j'ai peut-être même pas besoin de donner les chiffres, c'est assez parlant, 21% compétents et 17% capables de prendre les bonnes décisions. Alors Alain Juppé, c'est le meilleur candidat pour vous pour le Je dois dire que ça doit être aussi un enseignement pour tous les socialistes et pour toute la gauche. Moi, je crois, je vais vous donner la traduction de ces sondages. Oui. Aujourd'hui, les Français ne veulent pas surtout se retrouver dans un choix entre M. Sarkozy et Mme Le Pen. Et donc, ils se disent, si jamais les socialistes ne sont pas capables d'être au deuxième tour, quel que soit le sentiment qui soit le nôtre... Il vaut mieux Alain Juppé. Il vaut mieux un autre, aujourd'hui Juppé, ou plutôt un autre. Oui, mais c'est pas un peu désespérant de se dire qu'au fond, c'est pas le président de la République actuel qui pourrait le faire. Je vais vous dire une chose, c'est parce que j'ai vu ce piège que je suis aussi déterminé à la fois dans la volonté de rassembler les socialistes, parce que, entre parenthèses, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais de Keynes à Roosevelt, la confiance, elle est indispensable à la croissance. Et le rassemblement des socialistes et le rassemblement de la gauche, ça jouera sur la confiance. Et c'est parce que je vois bien ce qui pourrait nous arriver collectivement, pour nous personnellement, mais c'est secondaire, mais pour ces idées d'égalité, ces idées de volonté de faire face à la transition énergétique, si les Français devaient se dire qu'ils sont tellement divisés qu'ils n'ont aucune chance d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, ils chercheront un autre support pour éviter le choix entre M. Sarkozy et Mme Le Pen, et ça aussi, j'essaye de l'éviter. Alors justement, qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui sont séduits par Alain Juppé aujourd'hui, parce qu'au fond, ils le trouvent compétent? Vous dites quoi? Vous vous trompez? C'est un homme de droite, il ne faut surtout pas aller vers lui? Là-dessus aussi, vous avez entendu la bonne résolution que j'ai prise vis-à-vis de mes adversaires politiques. Je dis aux Français, je les comprends. Et c'est parce que je les comprends que je veux les amener à éviter de faire ce choix. Et ça ne dépend que de nous, à gauche. Si s'installe l'idée que non seulement la gauche rassemblée sera qualifiée pour le deuxième tour et a une chance de gagner l'élection présidentielle, vous verrez qu'il n'y aura aucune chance pour M. Juppé d'apparaître dans les potentiels au moment de la prochaine élection présidentielle. Je ne vous ai pas posé la question, mais vous êtes électeur de gauche, vous préférez Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy? Écoutez, moi, je vais tout faire dans un seul objectif, avec une seule cible, c'est de tout faire pour que le président Hollande puisse être de nouveau candidat, avec toutes les chances de gagner. Non, vous ne rentrez pas dans ce jeu-là. Il n'y a pas de si. Le jour où vous commencez à mettre un si, c'est que vous avez déjà accepté d'être politiquement battu. Pour la primaire de l'UMP qui va avoir lieu, il y a des gens qui disent qu'un certain nombre de militants, d'électeurs de gauche, pourraient venir voter, alors on ne sait pas si ça joue à la marge ou pas, pour justement peut-être préférer Sarkozy. On a dit ça aussi sur la primaire socialiste. Vous pensez qu'il faut qu'ils y aillent ou vous leur dites, vous ne mêlez pas de ça, c'est pas votre... Non, mais c'est pas votre moment, c'est pas vos affaires. Je pense qu'en termes d'attitude morale politique, il faut laisser l'opposition choisir son candidat, c'est tout. On n'a pas à jouer la duplicité dans le comportement. Est-ce que vous pensez qu'en 2012, François Hollande a commis une erreur vis-à-vis de François Bayrou en ne l'aidant pas à se faire élire aux législatives, alors que François Bayrou avait appelé à voter pour lui? Allez, je vais vous faire un petit aveu. On aurait dû tenir compte du fait qu'il avait appelé à voter Hollande, qu'il appartenait à la majorité présidentielle, et on aurait dû lui trouver une circonscription.
Il avait sa circonscription. C'est-à-dire le changer de circonscription. On aurait dû trouver un moyen pour qu'il soit élu et présent à l'Assemblée nationale. Il y avait un moyen simple, vous retiriez la oui, candidate je sais, du Parti socialiste. Après, si vous voulez, ça ne s'est pas fait comme ça. Et pourquoi ça ne s'est pas fait comme ça? J'en sais rien, vous savez. Mais si, vous savez. Non, je vais vous dire une chose. C'est que quelquefois, lorsque vous gagnez l'élection présidentielle, vous croyez que tout est fait, alors que tout ne fait que commencer. Ouais. C'est un regret aujourd'hui. Je peux rajouter une question. Qu'est-ce qu'elle doit être la bonne attitude vis-à-vis de François Bayrou, du coup? Ça va dépendre beaucoup de lui. Ça va dépendre beaucoup de lui. Pour le moment, on voit bien qu'il a mis toutes ses cartes sur le soutien à M. Juppé. Donc ça va dépendre beaucoup de lui et de nous. C'est-à-dire que c'est à nous maintenant de démontrer dans cette deuxième partie du quinquennat ce que nous pouvons faire des efforts qui ont été demandés aux Français et le projet de société sociale écologique que l'on peut définir. Et après, il aura à se prononcer. Moi, vous voyez dit qu'il était dans la majorité présidentielle en 2012. Vous diriez aujourd'hui qu'il y est toujours, qu'il a sa place? Aujourd'hui, il est dans une opposition importante vis-à-vis du président Hollande. Mais il pourrait retrouver cette place en 2017? Écoutez, ça dépend. Vous savez, là aussi, je rappelle toujours cette belle phrase du président François Mitterrand. Il disait d'abord rassembler les socialistes, après rassembler la gauche, et après rassembler plus largement. Après, dans ce rassemblement plus large, il pourrait de nouveau avoir sa place. Mais j'espère bien que si, en plus, par malheur, on devait de nouveau avoir un candidat Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle, j'espère bien que François Hollande, réélu, ne fera pas l'erreur qui a été commise par Jacques Chirac au lendemain du deuxième tour de 2002. Juste avant la présidentielle, il y a quand même un dernier scrutin, ce sont les régionales en décembre 2015. Il y a 3 cas de figure si jamais, dans une région, la liste socialiste arrive en 3e position et que le Front National est en mesure de gagner. Si elle se retire, à ce moment-là, le risque, c'est que vous n'ayez plus d'élus. Si elle se maintient, vous risquez de faire passer le Front National qui dirigera à ce moment-là une région. 3e solution, c'est la fusion avec l'UMP, mais alors là, vous tombez dans le piège de Marine Le Pen, c'est l'UMPS. Vous, si ce cas de figure arrive, qu'est-ce que vous choisissez ? Je choisis en fonction des régions la meilleure hypothèse pour empêcher le Front National de diriger une région. Oui, mais alors là, il y en a 3, donc c'est laquelle des 3 parce que... je ne sais... Non, si vous voulez... Non, mais c'est très difficile de répondre comme cela. Mais en tous les cas... Si le FN est en mesure de gagner la région. C'est le point de départ. Non, alors, vous me dites ou retrait ou fusion. Ouais. Je vous dis, pour le moment, je n'ai pas choisi. Je veux... Vous excluez le maintien, déjà. Parce que vous dites... j'exclus le maintien si cela a conduit à la victoire du Front National. Non, mais déjà, c'est une clarté. Après... je prends la stratégie qui permet à la République de triompher. D'accord. Peut-être une dernière question. Vous avez parlé du socialisme de production. Ça, c'était Dominique Strauss-Kahn, qui, un des premiers, avait parlé du socialisme de production avant 2002, dans son livre La Flamme et la Cendre. Cette motion, donc c'est un hommage à Dominique Strauss-Kahn, 10 ans plus tard. C'est un hommage au socialisme dès ses origines. Si vous voulez redistribuer, il faut produire. En 2002, si vous voulez produire, Strauss-Kahn, enfin avant 2002, mais c'est une règle. Mais regardez ce que nous avions fait, y compris en 81. Pourquoi on s'était lancé dans les nationalisations? Pour sauvegarder notre outil de production. Eh bien, aujourd'hui, il faut, pour réussir à combattre les inégalités, créer de la richesse. Et il faut créer de la richesse en préparant le monde du futur. C'est pour ça que je vous dis que la transition énergétique doit être aussi à l'origine de ces investissements. J'espère que Cécile Duflot regarde cette émission, parce qu'elle a eu... Elle n'en a pas besoin. J'ai régulièrement, que ce soit avec Emma, que ce soit avec Cécile, des discussions. Ça marche? Au niveau des discussions, oui. Et même au niveau des décisions. Je vous rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, c'est un des rares départements où il y a eu accord entre les socialistes et les écologistes et les radicaux. Et finalement, ça n'a pas été négatif, puisque nous avons réussi à garder à gauche autour de Stéphane Troussel. C'est la méthode Barthaud, c'est ça? La méthode à laquelle participe Barthaud. C'est ça. Merci beaucoup, Karl. Nous allons passer maintenant à vos questions. Alors... D'abord, et puis ensuite nous passerons à vos questions. Est-ce que vous savez ce que c'est que le PNCD? Oui, alors... Plateforme nationale de cryptage
et de décryptement. Oui, j'ai lu un grand journal du soir. C'est ça. Alors on va le préciser pour nos téléspectateurs, c'est un système complexe et occulte de recueil massif et de stockage de données personnelles étrangères et françaises. Big Brother is watching you. Voilà ce que disait cette révélation à la une du Monde. La France doit être défendue. La sécurité du pays et de nos compatriotes est une priorité sur laquelle je ne reculerai jamais. Et après, bien entendu, il faut un contrôle démocratique. C'est pour ça que le Parlement va examiner dans les jours qui viennent une loi sur le renseignement. C'est pour ça, je pense que c'est aujourd'hui M. Raffarin qui préside la commission sur le renseignement en France pour être attentif à ce que tous ces outils préserve les libertés publiques. Voilà, donc ça veut dire que quand même il y a certaines données, notamment dans la loi sur le renseignement, sur lesquelles vous dites attention, ce principe de boîte noire qui récolte un maximum de données, j'allais dire qui ratisse très large, sans forcément d'avoir de contrôle a priori. Contrôle démocratique. Mais d'ailleurs, une grande partie du texte sur le renseignement, c'est qu'à la fois, il faut que l'on soit attentif. Regardez les djihadistes aujourd'hui, ils interviennent sur Internet. Regardez comment une des grandes chaînes de télévision françaises a été d'un seul coup attaquée par une attaque numérique. Donc il faut que l'on soit capable de montrer à tout agresseur éventuel que nous savons à la fois nous prémunir, nous protéger et préserver les libertés. Vous savez qu'il y a des réserves, y compris de la part de certains membres de la gauche, on va dire, sur la préservation des libertés. C'est là aussi la responsabilité de gouverner. Si jamais nous ne prenions pas ce genre de décision, on nous ferait le coup des laxistes, on nous ferait le coup de ceux qui ne savent pas protéger la France et nos compatriotes. Donc moi j'accepte l'idée de dire, même sur le numérique, il faut que l'on soit capable de montrer à tout adversaire possible que nous sommes en vigilance et nous saurons nous défendre et nous pouvons aussi préserver les libertés. C'est clair, mais quand même, vous ne m'avez pas répondu si vous connaissiez l'existence de ce PNCD. Je ne le connaissais pas. Bon, c'est dit. Radio France, la Maison Ronde, qui coûte très cher au fond, le bâtiment en tant que tel, est-ce que ce ne serait pas la solution? Vendre le bâtiment pour dégager des marges de manœuvre budgétaires, non? Bien fait, je ne pense pas que ce soit ça. Non, je pense que là, maintenant, avec la nomination qui a été effectuée d'un médiateur, il faut que l'on trouve à la fois ce qui doit aller à l'investissement, ce qui doit aller au fonctionnement, ce qui doit aller au salaire et ce qui doit aller à l'intelligence. Vous voyez, c'est vrai que Radio France, l'ensemble des stations de Radio France ont réussi à s'installer dans le paysage à côté des radios commerciales. C'est une autre tonalité. Ils nous ont fait écouter la différence. Il faut qu'ils continuent à nous faire écouter cette différence et pas le silence. Une dernière image. Hillary Clinton, qui se déclare à la présidence des États-Unis avec le soutien de Barack Obama. C'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Vous la connaissez? Vous l'avez déjà croisée? Je l'ai déjà croisée et puis elle a un parcours incroyable et je pense qu'elle pourrait protéger les États-Unis avec toutes les conséquences bénéfiques que cela aurait sur le reste du monde de la dérive républicaine qui existe aux États-Unis. Vous avez déjà choisi votre candidate? Oui. Allez, on passe maintenant à vos questions. Le ralliement de Martine Aubry sur la même motion que Manuel Valls, avec lequel elle est en désaccord profond, est-il sincère ou stratégique? Je remercie ce téléspectateur pour cette question. Sincère, mais je dis aux téléspectateurs qui posent cette question, que me ferait-il comme remarque aujourd'hui si les socialistes étaient divisés? Et le compromis n'est pas un gros mot. Le compromis est même important, notamment pour cette nécessité de rétablir plus de confiance dans le pays. Mais qui a le plus cédé des deux? Mais quand il y a un compromis, il n'y a pas de battu. Vous savez, je l'ai vu au moment où j'évoquais la confrontation indispensable avec l'Allemagne et les libéraux allemands. On m'a dit « j'avais l'impression d'annoncer l'envoi des Leclerc contre les Panzer ». Non. Chaque fois qu'il y a, et les Allemands savent le faire, il y a une campagne électorale, les uns et les autres présentent leurs idées, et puis après, il y a un compromis qui est trouvé et présenté. Et ça va durer 2 ans comme ça? Oui. Le compromis? Oui. Bien sûr. Regardez, aujourd'hui, on a la base de ce qui va être le fil rouge de l'action des socialistes pour le temps qui va nous conduire à la prochaine élection présidentielle. Que signifie pour vous être socialiste aujourd'hui? Eh bien, le socialiste, c'est socialiste de toujours.
c'est à la fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous vous rendez compte la violence que représente le fait de savoir que les 80 contribuables les plus riches vont avoir autant de patrimoine que les 3,5 milliards d'habitants les plus pauvres de cette planète. Voilà. C'est la lutte des classes là, que vous nous faites. C'est pas la lutte des classes. C'est pas la lutte des classes. Et la lutte des classes correspondait à une idée de violence. C'est l'idée par la réforme de réguler la marche du monde. Ou d'aller vers l'égalité. C'est encore un mot qui incarne le socialisme, l'égalité. Mais bien entendu, c'est même la source du socialisme. C'est la source du socialisme de combattre les inégalités. Je vous le disais tout à l'heure, quitte à me répéter, quand un certain nombre de nos compatriotes se disent « nous n'aurons jamais notre place », dans la société qu'ils sont en train de construire, c'est même la République qui pourrait être menacée. Le Parti socialiste n'est-il pas gravement à court d'idées? Je ne crois pas. Au contraire, je trouve qu'il n'en a jamais eu autant, notamment dans cette volonté de dire, voilà, socialisme de production, parce que s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de redistribution. Socialisme plus que jamais acharné à combattre les inégalités. Mais qu'est-ce que vous avez laissé tomber, alors, pour que ce soit plus clair pour les gens qui nous regardent? La partie du socialisme dont vous vous dites aujourd'hui, allez, c'est un peu daté, c'est un peu le logiciel d'avant. Non, 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 il n'y a rien de daté. Ah bon? Il n'y a rien de daté. Alors le renouveau, mais sans rien changer. Mais non, c'est pas ça. Ce sont les mêmes valeurs interprétées à la société telle qu'elle vit aujourd'hui. Regardez, il y a d'autres questions. Je ne veux pas que vous puissiez dire encore que c'est une déclaration en direction de Emma Coste ou de Cécile Duflot. Mais cette nécessité de découvrir la social-écologie, c'est quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour au moment où Jaurès était parmi nous. Jaurès aussi. Allez, le Parti socialiste ne devrait-il pas, lui aussi, changer de nom? Ah non, pas du tout. Non. Ah ça, moi, je suis un acharné de... Pourquoi? Parce que c'est à la fois le lien qui nous lie à notre histoire, à nos origines, et puis cette idée de dire, mettons notre histoire au service de la préparation de l'avenir. Le vrai socialisme n'est-il pas du côté de Jean-Luc Mélenchon, désormais? Je ne crois pas. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-Luc Mélenchon. Et malgré toutes les horreurs qu'il peut dire sur nous, j'ai continué à avoir une relation personnelle et amicale avec lui. Mais il nous envoie dans le mur. C'est l'idée de dire, finalement, le socialisme est fait plus pour être célébré que pour pouvoir être utilisé. Et du coup, j'ai une différence avec lui. Pouvez-vous commenter les dernières paroles du pape? Je pense qu'il s'agit d'une question sur la reconnaissance du génocide arménien. Oui, il a pris un propos qui est une analyse de la France, puisque la France a reconnu depuis maintenant plusieurs années le génocide arménien. Mais vous trouvez qu'il fait du bon boulot, le pape François? Alors, moi, vous n'avez pas d'avis sur le pape François, c'est pas grave. Hein. Non, j'ai pas d'avis. Sa personnalité m'intéresse parce que quelquefois, c'est un provocateur. Ouais. J'aime bien les provocateurs, oui, finalement. Allez, souhaitez-vous le retour des Verts au gouvernement? Ah oui. Je crois que oui. Je crois que ça a été clair tout au long de cette émission. Oui. Ce sera quand, le remaniement? J'en sais rien. Mais pas sur la base d'un débauchage individuel, mais sur la base d'un accord politique. Merci beaucoup, Claude Barthelone. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Dans un instant, votre magazine, on n'est pas que des cobayes. Très belle soirée sur France 5.